Hello, my name is Asha Sampath. I'm delighted to be here live in Paris at the headquarters of UNESCO for the UNESCO Dior Dream for Change 2021 e-conference, a special event organized by UNESCO and Dior. Today we're going to deep dive into the Women at Dior, a women leadership and sustainability program. Since Women at Dior was launched in 2017, more than 1,500 mentors and mentees have taken part in this unique international mentoring and educational program. So let's see what's in store for us today. We have an exciting lineup of speakers from Christian Dior Couture, LVMH and UNESCO. We'll go behind the scenes to learn more about how UNESCO and Dior have joined forces and what this means for women at Dior. And we'll have the great pleasure of hearing from our guest speaker, the award winner, writer and journalist Leila Slimani. But first, let's hear from the Director General of UNESCO, Audrey Azoulay. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue ici à l'UNESCO pour cet événement organisé par la Maison Dior et l'UNESCO. Nous sommes une organisation qui a été fondée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une organisation des Nations Unies avec l'ambition de défendre la paix et de reconstruire le monde par l'éducation, par la culture, par les sciences. Et ce message résonne aujourd'hui d'une actualité encore plus forte. Nous nous retrouvons en effet avec la Maison Dior dans une ambition commune pour soutenir les femmes et particulièrement l'autonomisation des jeunes filles dans un moment très particulier que vit le monde. Cette pandémie que nous vivons a aggravé, nous le savons, toutes les inégalités et d'abord celles dont sont victimes les femmes. Des jeunes filles scolarisées ont été nombreuses à avoir été obligées de travailler, de se marier ou sont devenues mères. Elles seraient ainsi 500 000 à avoir été mariées de force en 2020 en raison des fermetures d'écoles et elles pourraient être 1 million à connaître des grossesses précoces. Au total, nous craignons que 11 millions de filles ne retrouvent pas le chemin de l'école et s'ajoutent aux plus de 130 millions de filles à travers le monde déjà qui n'étaient pas scolarisées. C'est pour briser cette spirale que nous avons fait de l'éducation des filles une priorité à l'UNESCO et particulièrement en ce moment à travers la Coalition mondiale pour l'éducation. Cette coalition a été lancée il y a 1 an tout juste par l'UNESCO et c'est un motif d'espoir. Elle a réuni les efforts de 175 partenaires pour accompagner les élèves, les étudiants et les étudiantes, les enseignants dans plus de 100 pays. Elle s'est mobilisée pour encourager le retour des filles à l'école à travers des guides, mais à travers aussi une campagne Girls Back to School qui a touché plus de 400 000 personnes à travers le monde. Et je suis très heureuse que la Maison Dior ait rejoint cette coalition en juillet 2020 en ouvrant son programme Women at Dior à quelques 100 jeunes étudiantes venant d'établissements professionnels et techniques de pays émergents, comme le Ghana, la Tanzanie, l'Afrique du Sud ou bien encore la Malaisie. En 2021, près de 100 femmes de plus pourront bénéficier de ce programme de formation. Mais cette coopération avec la Maison Dior va au-delà. Pour rendre l'éducation toujours plus inclusive pour tous les jeunes, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Pour en faire le lieu de l'autonomisation aussi, en promouvant l'apprentissage des savoir-faire, des métiers, ces savoir-faire d'exception qui fondent la Maison Dior. Nous sommes très fiers de nous retrouver ensemble pour encourager la créativité de chacun et de chacune. Cette coopération est fidèle à l'esprit d'une maison engagée depuis sa fondation pour les femmes, pour leur émancipation, et elle repose sur des valeurs partagées avec la maison que j'ai l'honneur de diriger. La Maison Dior fait confiance aux femmes à tous les niveaux de sa hiérarchie, comme le fait l'UNESCO.
C'est aussi une maison qui permet aux femmes de déployer tout leur potentiel dans la société et à toutes les échelles. Et c'est pourquoi cette histoire de la Maison Dior est aussi une histoire du féminisme. Nous partageons cette volonté d'ouvrir le monde aux femmes, et cela nous renvoie aux mots de la romancière camerounaise Djaïli Amadou Amal, pour qui, je la cite, « Être féministe, c'est briser ces verrous qui nous emprisonnent mentalement ». C'est pourquoi l'égalité des genres est une priorité de l'UNESCO, et c'est pourquoi nous nous retrouvons ensemble aujourd'hui, à un moment où cette action, cette mobilisation est plus nécessaire que jamais. Merci à vous. Thank you, Audrey Azoulay, for this inspiring kickoff. Now it's time to dive in for shared perspectives on the partnership between UNESCO and Dior. As you know, they are working together to promote women's leadership and sustainability. We are joined today by Emmanuelle Favre, Senior Vice President of Human Resources at Christian Dior Couture, of course, and Stefania Giannini, Assistant Director General for Education at UNESCO. We are going to switch in French. Ladies and gentlemen, Stefania, Emmanuelle, merci. C'est un plaisir d'être avec vous ici. Emmanuelle, je pense que cela doit être une grande fierté pour vous, mais aussi vos mentors et mentees, de faire partie de ce programme Women at Dior. En effet, nous sommes très heureux et très fiers de participer à cette e-conférence. Et c'est vrai que le programme Women at Dior ne fait que croître depuis 2017, le jour de son lancement. Donc c'est un programme unique de mentoring, mais aussi d'éducation en ligne à la pointe de la technologie. C'est aussi une communauté basée sur la sororité qui s'engage à soutenir des projets destinés à l'autonomisation des femmes, des jeunes filles partout dans le monde. Et surtout, c'est un programme qui permet et qui apprend aux jeunes filles ce qui n'est pas enseigné ni à l'école ni à l'université, c'est-à-dire la confiance en soi, gagner en confiance en soi, acquérir de l'ambition et apprendre à oser. Alors Emmanuelle, qu'est-ce qui vous a motivé chez Dior à créer ce programme Women at Dior ? Alors en 2017, au moment de célébrer la journée internationale des droits de la femme, nous avons voulu effectivement créer ce programme qui était différent de ce qui existait déjà, puisque l'idée était de mentorer par une jeune collaboratrice de la maison, une jeune étudiante. Et c'est un programme qui a beaucoup évolué pour devenir, comme je le disais, un programme d'éducation en ligne. Et nous avons accompagné depuis lors plus d'1 millier de jeunes filles qui seront les futurs, nous l'espérons, les futurs leaders de demain. Donc un beau programme. Absolument. En tout cas, j'espère que nous allons entendre beaucoup parler de ce programme Dream for Change. Je me tourne vers vous, Stefania. Merci de nous accueillir ici, à l'UNESCO, dans ce magnifique amphithéâtre. L'UNESCO a toujours été engagée pour l'éducation. En ce moment, nous vivons une crise sans précédent. Quel a été l'impact que vous voyez en 2020 ? Bon, un impact dramatique, on peut dire. Imaginez qu'au pic de la pandémie, l'année passée, on a vu quelque chose comme 1,5 milliard d'élèves privés de l'école. Et aujourd'hui, 2/3 de la population mondiale d'étudiants est encore affectée de cette crise. Et c'est-à-dire qu'il faut réagir, il faut surtout nous concentrer sur les plus fragilisés, surtout les femmes et les filles. On a déjà vu dans des autres contextes similaires comme l'Ebola qu'il y a les risques qu'on a une hausse des mariages précoces, une hausse des violences, une hausse des grossesses précoces. C'est-à-dire que le droit à l'éducation pour les femmes est à risque. Et alors, c'est très important que nous relançons ce partenariat est basé sur ces principes, sur la conviction commune de Dior et de l'UNESCO qu'il faut donner à tous ces jeunes les droits à l'éducation, la continuité de l'apprentissage.
Stéphania, vous l'avez dit, Dior et l'UNESCO se sont alliés en 2020, au moment justement de la crise sanitaire. Donc, en un week-end au moment du premier confinement en France, au mois de mars, l'UNESCO a décidé justement de créer la Coalition mondiale pour l'éducation. C'est un nouveau modèle de coopération internationale. Permettez-moi de dire que il y a un mot-clé entre les autres qu'on peut prendre cette crise et solidarité. Non? Et la coalition mondiale, c'était depuis le début une plateforme où aujourd'hui plus que 160 partenaires, oui, dans le système des Nations Unies, mais aussi le secteur privé, aussi la société civile. On a mis en œuvre toutes les forces, toutes les énergies pour assurer la continuité d'apprentissage, puis donner à les enfants du monde, surtout les plus fragilisés, les droits à l'éducation. Et c'est vraiment question d'une réponse rapide. C'est un peu le côté positif de la crise, si on peut dire comme ça. Et on a vu beaucoup d'innovations. On a aujourd'hui, dans 100 pays du monde, des réseaux qui sont en action. Et moi, je pense que c'est un modèle nouveau qu'il faut valoriser dans le futur pour sa mission noble. Ce contexte nous oblige à innover, donc d'où ce modèle qui est nouveau, comme vous le dites. C'est important pour connecter avec ces jeunes. Oui, je pense que la crise, la pandémie nous a obligés à changer les moyens de faire, à donner des solutions rapides. Il a obligé les gouvernements aussi, mais nous a aussi permis de réimaginer, de repenser les systèmes que nous utilisons dans la salle de classe pour enseigner, pour apprendre aujourd'hui. Et c'est une opportunité formidable, non? On peut dire, pour relancer ces dimensions éducatives comme les piliers pour les relances. Il n'y aura pas de relance sans l'éducation. Merci Stéphania. Emmanuel, parlez-nous justement de cette collaboration entre l'UNESCO et Dior. Alors oui, Dior a rejoint la coalition pour l'éducation avec l'UNESCO parce qu'on s'est très vite rendu compte que la crise Covid n'était pas seulement une crise sanitaire, mais aussi une crise éducative. Et avec l'UNESCO, nous partageons des valeurs communes liées à l'égalité homme-femme et justement à l'éducation. Et comme l'a souligné Stéphania, je veux dire, plus d'1,5 milliard de jeunes qui du jour au lendemain n'ont plus accès à l'éducation. On sait qu'en temps normal, dans une population qui n'a pas accès à l'éducation, 2/3 sont des filles. Donc on s'est senti évidemment très touchés, très concernés. On partage encore une fois les mêmes valeurs. Nous, on a une politique très dynamique en matière de formation des jeunes. Et je dirais que l'égalité des genres, le féminisme fait partie de nos gènes depuis la création de la maison en 1947 et surtout plus récemment avec l'arrivée de Maria Grazia en 2017 également, qui porte ce discours féministe et qui évidemment donne beaucoup d'ampleur et beaucoup de puissance à toutes les actions que nous pouvons mener. Et de cette rencontre entre Dior et l'UNESCO, grâce à la coalition, est née une collaboration finalement plus étroite avec le programme Women at Dior. Oui, bien sûr, parce que je dirais que la coalition pour l'éducation et ce projet autour de l'éducation s'articulait parfaitement avec le programme Women at Dior et sur lequel maintenant nous avons été amenés à collaborer ensemble et l'UNESCO fait partie prenante de la constitution des contenus de la plateforme d'éducation en ligne. Et nous avons évidemment d'autres projets à venir autour de l'autonomisation des jeunes filles. Et si je comprends bien, vous avez élargi le périmètre géographique, justement, grâce à cette collaboration avec l'UNESCO. Donc vous êtes un peu plus, on va dire, vous êtes presque partout. Oui, absolument, parce que quand le programme a démarré en 2017, évidemment, nous avons pu agir et intervenir seulement dans les pays où Dior est présent. Alors, c'est vrai qu'on est présent dans tous les continents, mais pas dans tous les pays. Et grâce à l'UNESCO, nous avons pu toucher un autre public de jeunes filles
et notamment en Afrique. Donc aujourd'hui, grâce à l'UNESCO, nous avons des jeunes filles qui viennent du Niger, du Ghana, du Kenya, de la Tanzanie, mais en dehors de l'Afrique aussi, au Sri Lanka, en Jamaïque, par exemple, et j'en oublie certainement. Et donc en 2020, nous avons pu accueillir 100 nouvelles jeunes filles et 200 en 2021. Donc c'est déjà un beau résultat. Absolument. Et l'UNESCO d'ailleurs qui est présent dans plus de 50 pays. Ah oui, nous sommes ici à Paris dans ces bâtiments iconiques, comme vous avez dit, mais nos équipes sont sur le terrain dans 103 pays du monde. Et à travers ces réseaux, les projets, les programmes Women Dior a vraiment la possibilité d'arriver partout, non? De donner cette opportunité de formation professionnelle, mais aussi, surtout, ces formations à devenir des leaders. Non? J'ai en tête une phrase qu'une de ces jeunes femmes, je pense, du Nigeria, nous a dit. Voilà, être leader dans ce programme m'a donné tant de confiance. Et alors, je pense que qu'est-ce que nous faisons ensemble, Emmanuel, vraiment d'essayer de donner les passeports de liberté qui est l'éducation. À la fin du jour, l'éducation, c'est ça, non? C'est être libre de choisir les moyens de vivre, non? Et il s'agit de connaissances, de conscience et de confiance. Passeport de liberté, nous allons terminer là-dessus. Hein. L'union fait la force et finalement, ça va offrir de belles perspectives à tous ces jeunes élèves, étudiants dans le monde entier. Merci Stéphania, merci Emmanuel. C'était un plaisir de vous avoir. Merci. Merci à vous. Nous sommes ravis d'accueillir notre invitée spéciale, Leila Slimani, lors de cette e-conférence UNESCO Dior Dream for Change. Bienvenue Leila. Merci beaucoup. Alors, vous avez reçu le prestigieux prix Goncourt en France en 2016 pour votre deuxième roman, Chanson douce. Et Chanson douce est considéré comme l'un des plus gros succès en France, avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Votre roman a également été traduit dans plusieurs langues, une quarantaine. Et il fait partie de la liste des 10 meilleurs livres de l'année en 2018 du New York Times. Depuis, vous avez fait le tour du monde pour présenter ce livre. Justement, qu'est-ce que vous avez appris lors de vos voyages? J'ai appris, à la fois j'ai appris plein de choses sur des pays que j'ai découverts qui sont différents des miens, mais finalement, je crois que la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est qu'on est tous les mêmes. C'est qu'en réalité, on traverse tous les mêmes émotions, les mêmes expériences, et que j'allais devant des publics, alors ça pouvait être en Argentine, en Corée, au Brésil ou bien en Chine, et finalement, on me posait toujours les mêmes questions. Finalement, on en arrivait toujours à parler de la question de la maternité, de l'amour pour ses enfants, de la difficulté d'être une femme qui travaille tout en s'occupant de sa famille. Donc ça m'a confortée dans l'idée qu'il existe quelque chose d'universel que partagent tous les êtres humains. Alors, vous avez grandi au Maroc et fait vos études en France. Qu'est-ce que cette double culture vous apporte? Comment est-ce qu'elle vous change votre point de vue finalement? Je crois qu'elle m'a appris, parce que j'ai grandi en fait vraiment dans cette double culture dès mon enfance, je crois que ça m'a appris à toujours prendre une certaine distance vis-à-vis de mon identité ou de manière générale de l'identité, être capable de toujours interroger les choses, ne pas les prendre pour acquises, avoir toujours envie aussi de progrès, de transformer aussi les cultures. Je pense que évidemment la culture est fondamentale, mais nous ne sommes pas notre culture, c'est notre culture qui est ce que nous en faisons. Et donc cette envie de toujours progresser et d'amener ma culture vers le plus de lumière possible. Alors l'inclusion est un sujet qui vous tient à cœur. En 2007, vous avez reçu l'Outdoor pour votre coup de gueule sur la pénalisation de l'homosexualité au Maroc et le contrôle du corps des femmes. Une petite réaction là-dessus.
Oui, bien sûr. Moi, j'ai très vite, dès mon adolescence, compris que dans des pays comme le Maroc, où les relations sexuelles hors mariage sont interdites, l'avortement est interdit, l'homosexualité interdite également et passible de prison, j'ai compris la douleur et la difficulté que c'est de vivre dans un état dans lequel votre corps ne vous appartient pas. C'est l'État qui a le droit de vous dire avec qui vous pouvez avoir des relations, dans quelles conditions, comment, pourquoi, en particulier lorsque vous êtes une femme, lorsque vous êtes précaire ou lorsque vous appartenez à une minorité sexuelle. Et donc c'est un de mes combats les plus importants, de permettre aux gens de comprendre qu'il faut évidemment inclure chacun, et en particulier les homosexuels qui sont victimes de beaucoup de discrimination. Et on voit toujours ce combat, justement, ce combat de l'égalité qui est toujours d'actualité. Dans certains pays, les droits des femmes régressent ou sont remis en question. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir ? Oui, je suis optimiste parce que je crois que quand on est un militant, on est obligé d'être optimiste parce qu'être pessimiste, c'est considérer que les autres vont gagner. Donc il faut penser que non, ce sont les idées progressistes qui vont triompher. Ce qui m'inquiète, c'est que je crois que l'année qu'on vient de vivre, l'année de confinement, elle a été terrible pour les femmes, elle a été terrible pour les minorités sexuelles et elle a été terrible pour ceux qui sont déjà les plus fragiles, c'est-à-dire les personnes pauvres. On considère qu'il y a eu cette année plus de 20 millions de grossesses non désirées, évidemment une recrudescence des viols, des incestes, des discriminations à l'égard des homosexuels. Donc il faut être très vigilant à propos de ça et voir comment, à la sortie de cette crise, on va pouvoir prendre en charge ces populations qui auront beaucoup souffert. Et la littérature a-t-elle un rôle à jouer dans ce combat ? Absolument, parce que je crois que la littérature, elle va permettre de remettre les femmes à leur place, leur rendre leur place dans l'histoire. Vous savez, moi j'écris des romans qui sont des romans souvent sur le quotidien, mais qui se passent pendant des périodes historiques importantes. Et quand on est une petite fille, on vous donne toujours l'impression que ceux qui font l'histoire, ce sont les hommes. Parce que les hommes, ils vont à la guerre, les hommes, ils sont dans les parlements, ils sont présidents et tout. Et les femmes, finalement, elles seraient toujours en marge ou sur le côté. Et à travers mes romans, j'essaye de montrer que ça n'est pas du tout vrai et que les femmes, elles ont beau ne pas porter l'uniforme des soldats, mais la guerre, elles la font tous les jours. Et le fait d'être une femme, est-ce que ça a été un frein pour vous d'évoluer, de réaliser vos rêves, vos ambitions ? Ça aurait pu l'être, ça ne l'a pas été parce que j'ai refusé que ça le soit et que j'ai refusé qu'on me regarde uniquement comme une femme. Ça m'est évidemment bien très souvent arrivé d'être réduite à des clichés, de me sentir un peu objectivée, de sentir des attitudes désagréables, voire carrément honteuses. Mais en général, voilà, j'ai réussi à me défendre face à ça parce que je me suis toujours définie d'abord comme écrivaine par mon métier. Donc je crois que ça m'a beaucoup aidée. Et avez-vous eu un ou une mentor pour réaliser vos rêves, pour avancer dans votre parcours ? Oui, j'en ai eu, je dois dire j'en ai eu deux, qui sont ma mère et ma grand-mère, tout simplement. J'ai eu des femmes dans ma famille extraordinaires et je les ai beaucoup admirées petites, je les observais tout le temps, je les admirais pour plein de choses, parce que je les trouvais belles, parce que je trouvais qu'elles m'impressionnaient dans leur façon d'être, mais aussi à cause de la façon dont elles s'impliquaient dans leur travail, de leur bonté aussi à l'égard des gens, de leur générosité, et elles m'ont tout appris et c'est elles qui m'ont donné le courage de faire ce que je fais. Et en tant que maman, je suis sûre que vous transmettez les mêmes valeurs à vos enfants. Oui, j'essaye de leur transmettre là aussi des valeurs d'inclusion, des valeurs de justice, de respect de la dignité d'autrui, quel qu'il soit, même si on ne le comprend pas, même s'il nous heurte. J'essaye de leur apprendre aussi que la démocratie c'est une chance et que c'est aussi la chance de pouvoir vivre avec des gens qui ne pensent pas comme nous et qui ne sont pas comme nous et que ça ne doit pas nous amener à être dans le rejet ou dans la violence. Donc oui, j'essaye de leur apprendre des valeurs progressistes et des valeurs des Lumières. Une dernière question, Leïla. Auriez-vous un message pour les mentees ici, Women at Dior, mais pas que, pour les jeunes en général? Je dirais transmettre, que transmettre aux autres, être dans la générosité, ça apporte énormément. Que dans tous les moments où je me suis sentie abattue, où je ne savais plus où j'en étais, ce qui m'a sauvée, c'est toujours les autres. Que se tourner vers les autres, leur donner, se battre avec eux, à leur côté, et ça nous nourrit, ça nous grandit, et qu'on se sent plus fort, on pense moins à ces petits problèmes, à ces petites choses, et donc se tourner vers l'autre, en fait, c'est la plus grande des richesses, et ça apporte énormément. Donc Leïla, vous faites énormément de choses.
Quel est le next step? Écrire, toujours écrire. J'ai un roman qui va sortir, et puis écrire des séries, écrire des films, et puis continuer à me battre sur le terrain pour le droit à l'avortement de toutes les femmes dans le monde, et puis aussi pour le droit des détenus, et notamment l'accès au savoir et à la lecture pour les détenus. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ça. Merci Leila Slimani d'avoir été parmi nous aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt. Merci. We are nearing the end of our Dream for Change e-conference 2021 edition. Before we go, we are very pleased to be joined for some closing words by Group Executive Vice President of Human Resources and Synergies at LVMH and LVMH Executive Committee member Chantal Gamperlé. Bonjour Chantal, merci. Bonjour. Et Emmanuel Fabre, toujours avec nous. Rebonjour Emmanuel. Je bascule en français, donc vous l'avez compris. Donc cette conférence est assez particulière pour moi et je pense pour tous ceux et celles qui nous regardent. J'ai l'habitude d'être entourée d'hommes, beaucoup d'hommes, trop même, sur scène, avec quelques rares femmes. Et aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Et ça fait du bien. C'est pour cela que la conférence s'appelle Dream. C'est un rêve. Et c'est vrai que ça n'arrive pas tout le temps, ce n'est pas toujours le cas, mais en ce qui me concerne, être entourée de femmes, je trouve, est important et stimulant. D'ailleurs, je pense que c'est un axe de progrès. Travailler cette solidarité, cette sororité est un des axes de développement pour la carrière des femmes. C'est en tout cas ce qui nous avait inspiré, ce qui m'avait inspiré il y a près de 15 ans. On a créé une communauté de femmes qui s'appelle LVMH et qui nous a permis, avec une vision de long terme, de faire progresser leur carrière. Et après 14 ans, nous avons passé de 23% à 42% de femmes dans les postes clés et nous comptons à la tête de nos maisons, à la tête de nos affaires, 16 femmes présidentes en 2021. Maintenant, ce n'est pas le genre de la maison de nous arrêter et d'être complaisants. Bien évidemment, nous visons la parité. C'est un objectif qui est soutenu par tous, par toutes les maisons. Et dans ce sens-là, je me réjouis de ce qui est fait avec Women at Dior et de cette initiative et ce partenariat avec l'UNESCO qui s'inscrit pleinement dans nos objectifs. Chantal, justement, vous faites beaucoup de choses au niveau du groupe LVMH. Peut-être quelques exemples concrets. Vous avez raison de parler de concret, c'est ce qui nous anime. Notre rôle, c'est évidemment d'ouvrir la voie et d'indiquer que cette question de l'inclusion, la parité, les carrières des femmes font partie de nos objectifs stratégiques et ensuite qu'il y ait quelque chose qui se passe sur le terrain. Je vous le disais, on a eu des résultats. Maintenant, ces résultats, ils sont portés, tels que ce que fait Dior, dans nos maisons. Et pour vérifier la progression, nous avons créé un index d'égalité, l'Inclusion Index, qui mesure les gens qui sont impactés et puis l'investissement financier que nous mettons derrière ces questions d'inclusivité. L'an dernier, nous avons eu plus de 30 000 personnes, collaborateurs concernés, avec un investissement de 7,5 millions d'euros. Et ça, c'est en progression. Pour vous donner des exemples concrets, ça peut être des initiatives telles la non-discrimination à l'embauche, avec toute une formation qui a été développée par Moet Hennessy. Ça peut être un programme qui soutient les femmes entrepreneurs chez Sephora. C'est l'augmentation des congés maternité et paternité au-delà des seuils légaux par Louis Vuitton. Et encore une fois, il y a foule d'exemples puisque nous avons 148 initiatives juste répertoriées l'an dernier. Donc, Chantal, nous voyons bien votre engagement pour la carrière des femmes. Vous parliez d'inclusion, justement. Comment cet engagement s'inscrit en matière d'inclusion ? Alors, le fondement de notre politique, c'est de créer les conditions chez LVMH, la culture, qui permettent que chacune et chacun, donc ça concerne les femmes également, bien évidemment, puissent se sentir libre d'être soi-même, et puis se sentir encouragé de pouvoir progresser, de pouvoir se développer en se basant sur le potentiel, sur l'engagement, sur la performance. Donc c'est vraiment travailler sur cette culture qui doit être une culture de la performance, de la méritocratie, où chacun a ses chances. Je dirais que nous sommes en plus dans un groupe qui est porté par la créativité, par l'excellence, et donc se nourrir de ces différences, travailler ensemble, nous permet et doit nous continuer à nous permettre d'être le leader de notre secteur. Donc valoriser ces différences, travailler sur l'inclusivité, c'est le fondement, et évidemment la question de la parité s'inscrit pleinement dans cette démarche.
Emmanuel, comment cela se concrétise justement chez Dior ? Alors évidemment, notre engagement s'inscrit parfaitement dans les actions du groupe. Et depuis toujours, la maison Dior a œuvré pour l'égalité des genres. Aujourd'hui, nous avons 70% de femmes dans la maison. Elles représentent 69% des comités de direction régionaux. Et si on regarde les têtes des pays, il y a 60% de femmes. Nous nous assurons aussi que dans tous les plans de succession, il y ait au moins une femme. Nous sommes évidemment extrêmement vigilants sur la question des rémunérations en France, mais partout dans le monde. Et c'est vrai que la diversité fait partie de nos gènes. Et je crois qu'on a fait la démonstration qu'elle était source de créativité. Alors sur la question, je dirais, plus large de l'inclusion, je pense qu'il faut être à la fois volontariste et humble. Nous apprenons en marchant. Et nous commençons toujours par faire un diagnostic pour comprendre les réalités et les enjeux locaux. Parce que bien sûr, si on a une politique globale et il y a des principes fondamentaux d'équité, de non-discrimination qui ne sont pas négociables, on voit bien que nos actions doivent être ciblées régionalement parce que les problématiques sont tout à fait différentes que l'on se trouve aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Alors nous formons de façon permanente nos équipes, les équipes RH et les managers aux questions liées à la diversité, à la non-discrimination à l'embauche. En 2020, nous avons lancé une formation sur les biais inconscients. Et surtout, nous souhaitons associer au maximum nos collaborateurs aux actions que nous menons, parce que nous sommes convaincus que la culture de la diversité et de l'inclusion, elle doit être diffusée, elle doit être partagée et elle doit être portée par tous. Tout le monde doit se sentir concerné et acteur. Et je crois que Women at Dior en est vraiment un exemple très concret, mais ce n'est pas le seul, puisqu'on a aussi des collaborateurs qui mentorent des jeunes avec une association qui s'appelle Nos quartiers ont du talent, des jeunes qui viennent de quartiers défavorisés. Et partout dans le monde, il existe ce type d'action où nos collaborateurs sont associés et impliqués. Et Chantal, l'éducation, justement, nous en parlions avec Stéphania tout à l'heure, donc ça joue un rôle majeur dans le soutien d'un monde plus inclusif, durable, et ainsi que l'autonomisation qui est aussi important. Donc parlez-nous un peu de l'Institut des métiers d'excellence. Si j'ai bien compris, ça touche 80 000 hommes et femmes, 150 métiers dans 75 maisons. Oui, alors pour rebondir, évidemment, l'éducation, c'est la base. Ça permet d'avoir confiance en soi, ça permet de gagner une indépendance, notamment financière, et pour les femmes, d'exister par elles-mêmes dans cette indépendance-là. En plus, je dirais que c'est particulièrement important, aujourd'hui ça fait partie de notre politique ressources humaines, d'équiper nos collaborateurs avec une formation tout au long de leur carrière. On est dans un monde qui change, qui évolue tout le temps, donc cette question de l'apprentissage tout au cours de la vie, c'est fondamental dans notre politique des ressources humaines. Et pour l'Institut des métiers d'excellence, il se fonde sur cette notion d'apprentissage. Nous avons la chance d'avoir aussi des gens qui ont beaucoup d'expérience chez LVMH, qui ont une expertise de certains métiers. Et notre démarche voulait à la fois soutenir des jeunes, tendre la main à des publics qui n'auraient pas forcément pensé à nous, en se disant « le luxe, c'est pas pour moi », sans renoncer d'ailleurs à notre exigence dans la sélection des gens, basée sur leur qualification et leur passion. Et avec l'Institut des métiers qu'on a créé en 2014, on a aujourd'hui plus de 1000 apprentis. Ça a débuté en France, ensuite c'est exporté vers la Suisse, ensuite l'Espagne, l'Italie, le Japon, et nous allons continuer avec les États-Unis. Donc en fait, c'est l'idée d'aller présenter nos métiers à des jeunes. Cette année, au vu des conditions particulières que nous vivons tous, nous avons réalisé un village des métiers digitaux, et donc on a présenté plus de 150 métiers, effectivement, à plus de 12 000 jeunes. On a été dans les collèges, y compris dans les zones un peu défavorisées, de manière à faire connaître ces savoir-faire, travailler ces métiers, nous assurer aussi qu'on ait les successions, qu'on ait finalement le pipeline, comme on dit, de talents pour capitaliser sur ces savoir-faire au cœur de notre groupe. Et Chantal, beaucoup de jeunes ont répondu, j'ai l'impression.
Beaucoup de jeunes ont répondu. Nous avons 1000 apprentis au sein de cet Institut des métiers d'excellence qui a été fondé en 2014. Et cette année, on a touché plus de 12 000 jeunes et on a pu proposer 400 contrats d'apprentissage, y compris dans les métiers de l'hôtellerie, la restauration, la vigne et le vin. Donc c'est formidable parce que nous sommes ici pour parler d'éducation. L'UNESCO, ça fait partie de ses missions et donc ça me touche beaucoup de pouvoir être là aujourd'hui. Et l'éducation est primordiale, c'est le pas vers l'indépendance, c'est le pas vers le début de l'émancipation et ça se passe par l'acquisition d'un métier, de savoir-faire qui sont aux clés pour nous dans le groupe. Chantal l'a dit, l'éducation c'est primordial. Emmanuel, nous voyons bien l'importance de votre engagement pour l'éducation, enfin d'assurer l'autonomisation de tous chez Dior. Il faut le dire, il faut le redire, il faut le répéter. L'éducation est vraiment la clé de l'autonomie et de la liberté. Et c'est vrai que pour nous, la transmission de nos savoir-faire, faire perdurer nos savoir-faire, c'est un enjeu stratégique. Donc on a une politique très dynamique en matière de formation des jeunes, notamment via l'apprentissage, où nous avons accueilli cette année une centaine d'apprentis, notamment dans nos ateliers. Nous avons aussi une école interne qui s'appelle la Dior Academy, qui forme au métier de la vente pour toutes les personnes qui sont dans nos boutiques. Nous accueillons aussi des stagiaires. On a à peu près 700 stagiaires cette année partout dans le monde qui, au-delà donc, de leur parcours académique, vont acquérir de vraies compétences en travaillant au sein de notre organisation. Et puis, nous voulons aussi soutenir des étudiants qui sont moins privilégiés en leur offrant des bourses pour qu'ils puissent avoir accès à des écoles de mode. On a aussi des futurs projets avec l'UNESCO de soutenir des écoles de jeunes filles, notamment au Maroc, sur nos métiers, encore une fois, de savoir-faire. Donc je pense que Dior, en tant qu'entreprise qui réussit, on a une vraie responsabilité sur la question de la formation des jeunes et c'est vraiment un engagement qui nous tient beaucoup à cœur. C'est vrai que cette question de la responsabilité est importante. Je le vois dans le rôle que j'ai la chance de pouvoir faire des politiques qui font des changements, qui amènent des changements et je le considère comme une responsabilité et un devoir. Ce qui nous anime et ce qui nous satisfait, c'est qu'on voit des résultats et ça c'est formidable, c'est la meilleure récompense. Donner du travail, mettre l'emploi des jeunes au cœur de notre politique et leur permettre d'avoir une formation et en même temps d'assurer nos savoir-faire, c'est des objectifs et des réalités formidables. C'est construire l'avenir des jeunes en faisant perdurer nos métiers et nos maisons. Et donc, ce n'est pas dream for change, mais act for change. Je pense que le rêve, ça permet d'ouvrir les esprits. Maintenant, les réalités, c'est de concrétiser cela par des actions. Et je crois que c'est le cas. Chantal, Emmanuel, merci. Je pense qu'on va terminer là-dessus et de dire, voilà, maintenant, il est l'heure pour beaucoup d'actions. Il y a beaucoup de choses à faire. Les engagements sont très, très forts, mais je pense qu'il y a encore un gros travail à faire. Et c'est aussi pour ça qu'il y a ces collaborations et ces partenariats. Merci, mesdames. C'était un plaisir. Merci, Chantal. The UNESCO Dior Dream for Change 2021 e-conference is coming to a close. We've seen that exciting things are in store for the Women at Dior program this year. You can check out what's new at womenatdior.com and follow Dior on LinkedIn. I know that we will look forward to what's to come with the Women at Dior program. And thank you to all of you for tuning in. Stay safe, stay healthy, and until next time, goodbye.